Bonjour à tous. Je vais pas démarrer mon épisode de podcast comme d'habitude parce qu'avec mon invité du jour, j'ai eu une conversation il y a 3 jours où je lui disais justement que j'avais tendance à démarrer tous ces épisodes de la même manière et que moi-même, j'étais lassé. Donc j'imagine que vous, de l'autre côté du fil, vous devez être encore plus lassé que moi. Donc je vous dis quand même bonjour parce que je suis poli, je suis bien élevé. Et comme je suis bien élevé, je souhaitais une bonne fête aussi à mon invité qui est en face de moi. Et là, il est complètement étonné. Exactement, bonne fête. Ouais, mais bonne enfin, fête. la Saint-Laurent, c'est le 10 août, je crois. C'est le 10 août. Mais aujourd'hui, c'est le Black Friday et c'est un peu la fête de tous les e-commerçants. Mais oui. Et vous allez comprendre le lien avec la thématique. Laurent Kretz, qui est en face de moi, anime et a créé le plus gros podcast e-commerce français qui s'appelle Le Panier. Salut Laurent, ça va ? Salut Christopher, ça va très bien et toi ? Ouais. Tu me disais juste avant que c'était la première fois que tu faisais un podcast en tant qu'invité ? Oui. J'ai du mal à le croire. Oui, alors j'ai déjà fait pas mal d'interviews, j'anime aussi des conférences, grâce au panier d'ailleurs en partie, mais c'est la première fois je crois que je suis de ce côté-là du micro, ou en tout cas de la table, et ça fait tout drôle, mais je suis très heureux de le faire, que cette première fois se fasse avec toi. C'est un peu plus cool, hein. C'est un peu plus détente. Ouais. Non, c'est très cool, et t'as raison, c'est ma fête, mais en vrai c'est ma fête depuis 2 mois. À partir de fin octobre, en vrai, se préparent tous les e-commerçants de France et de Navarre, qui sont dans l'optique d'ailleurs promo, parce que tous ne le sont pas. Et alors, t'as le pre-month, t'as la pre-week, t'as le Black Friday Week. Le Black Friday Week, t'auras un week-end ensuite t'avais le 11-11, le Singles Day, qui est une fête... il faut regarder ou pas la caméra ? Bonjour. C'est la première fois que je suis filmé aussi. Hein. Ouais. Le Singles Day, c'est une fête chinoise. Chinoise, tout à fait. Exactement. Qui est la fête des célibataires. Des célibataires, des singles. D'où le 11-11, et qui est devenu, comme le Black Friday, une énorme fête commerciale. Et du coup, c'est un mois et demi. Plus gros. Je crois que c'est 2 fois plus gros en volume, en chiffre d'affaires généré. Rien que le Single Day est 2 fois plus gros que le Black Friday. Ouais, c'est énorme. Et AliExpress, Alibaba, c'est la folie. Et ensuite, ça se calme un tout petit peu et on recommence parce que tu as les fêtes de Noël qui arrivent, les cadeaux, les derniers moments pour faire ces cadeaux. Et on va être pressurisé de plus en plus. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas pour faire ces achats avec ces deadlines de, tu sais, acheter avant telle date pour être livré avant Noël. Ouais, c'est vrai. Et après Noël, tu as en général une semaine où on peut faire de super ventes, qui est une semaine un peu calme. Sur le retour des cadeaux, les soldes, et voilà quoi. Et les reventes de cadeaux qui n'ont pas plu aussi. Ça marche bien. Mais merci. Donc, on est déjà dans le vif du sujet. Voilà. Alors Laurent, on aimerait savoir un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené progressivement à animer ce podcast, à créer du contenu. Tu nous racontes un peu ? Avec grand plaisir. Et je pense que pour bien comprendre le sujet, il faut prendre un tout petit peu de distance et de hauteur. En 1784, j'ai un profil un peu particulier, mais comme celui de Mathieu, qui est mon associé, j'ai créé beaucoup de boîtes dans ma vie. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 17 ans. On parle bien de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Exactement. Notre associé sur Orso Media, mon associé sur Padrino, Cosa Vostra. Et tant d'autres. Mais voilà. Et donc, j'ai créé ma première boîte. Enfin, j'ai voulu créer ma première boîte à 17 ans. Ah ouais ? Ouais. Précoce. Ouais. Alors... T'avais d'autres trucs précoces à 17 ans ? On en parlera sur un autre podcast, certainement. Tu dis ça parce que c'est filmé, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il paraît que ça va passer sur... Ouais, j'arrête de te couper. Tu sais, c'était la fin des années 90 et il y avait un truc qui était à la mode, c'était les guides urbains, Cityville, Yogsville, il y en avait plein. Et moi, j'avais créé strasbourgpratique.com, parce que je suis strasbourgeois, et je recensais tous les magasins de Strasbourg, leurs horaires, leurs ventes. Et il y avait déjà cette idée de leur permettre de leur donner une vitrine pour vendre en ligne. C'est la fin des années 90, c'était hyper tôt, j'avais 17 ans. Je peux faire des petites anecdotes ou pas ? Bien sûr. Ok. Fin de semaine, on est là, cool. Je suis hyper fatigué, on va se laisser aller. J'en avais parlé à ma grand-mère qui avait 80 balais. Et moi, j'étais comme un gueudin, 17 ans, Internet. Je codais en CGI, en HTML, bref. Je me souviens qu'elle m'écoute, elle dit rien. Elle se lève, je l'entends marcher vers la chambre d'à côté. Et elle revient 1 minute après avec un chèque de 10 000 francs. Ah en disant, c'est génial, lance-toi. Incroyable. Ouais.
ma grand-mère qui a fait la guerre, qui a été en prison, bref. C'était ton premier VC, quoi. C'était mon premier business angel. Ouais, business angel, ouais. Sauf que mon père a appris il s'est rendu compte que j'étais sérieux. Il m'a attrapé par les oreilles. Il m'a dit non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Va faire des études. Ouais. Tu sais, il m'avait laissé en se disant il ira jamais jusqu'au bout. Et quand j'arrivais au bout, il m'a dit non, arrête, va faire des études, on en reparle plus tard. Parce que attends, 10 000 francs de l'époque, de 99. C'est 18 millions en 2022. Ouais, l'inflation est dingue, on s'en rend pas compte. Hein. Non, c'était une petite somme. Mais voilà, j'avais déjà envie de me lancer dans le business et j'avais déjà cette appétence pour le commerce, le commercial et les petits commerces. Des études, je travaille du côté obscur de la force chez Lafarge, chez Air France, et à 29 ans, j'ai créé deux boîtes quand je vivais à New York. Puis ensuite quelques boîtes avant de créer Cosa Vostra. Tout ça pour dire quoi? Que le business, l'envie de créer, je l'ai depuis très très longtemps. Et que d'aider des boîtes à créer des business, c'est ce qui nous anime chez Cosa Vostra, ce qui m'anime très fort. Et c'est quoi l'étape ultime du business? C'est de vendre en ligne. Enfin, pas que en ligne d'ailleurs. Et c'est donc quelque chose qui me trottait en tête depuis longtemps. On en parlait avec Mathieu Stéphanie, mon associé. Et c'est comme ça que j'ai lancé le panier. Et je l'ai lancé avec lui. Ouais, j'ai cru comprendre, mais là il y a encore 2-3 jours, parce qu'on a déjeuné tous ensemble, que vous avez évoqué un peu le début du panier. Je ne connaissais pas cette histoire, tu peux la raconter. Parce que toi, en gros, il y avait cette idée, tu avais envie d'y aller, mais évidemment, tu ne trouvais jamais le temps. C'est ça? Ouais, on est sur Follow Me, on parle de la Creators Economy. L'écran s'est éteint, c'est normal? Tu n'as plus de fond pour tes belles caméras. On parle de vas-y, continue, on parle je règle ça. Creators Economy et créer du contenu. Mon associé Mathieu Stéphanie le fait très bien, le fait depuis longtemps. Et c'est vrai que j'étais très dans l'opérationnel Cosa Vostra. On va aborder des sujets et surtout, je pense tu me demanderas un moment si j'ai des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer. Et ben moi, j'étais justement dans le cas de figure de j'ose pas me lancer, j'ai pas envie de me lancer parce que je me fais tout un monde de ce premier instant où je vais appuyer sur record et que je vais dire bonjour à un invité. Et du coup, je repoussais bêtement. Mathieu a fait un truc vraiment de salaud. Oui, bah c'est tout lui. C'est tout lui. Hein. On avait déjà le nom, on avait plein de choses, mais il a enregistré le premier épisode. Il a dit et les suivants, ce sera Laurent. Voilà. Incroyable. Donc j'avais plus le choix. Il m'a mis le pied à l'étrier, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple que prévu. Et on accompagne pas mal de créateurs. Hein. Et c'est le premier des conseils qu'on donne. C'est simple. Assieds-toi, enregistre. C'est assez étonnant de ce que tu nous dis, que tu as eu du mal à te lancer, parce que tu voulais déjà lancer ta boîte à 17 ans, donc tu avais déjà cette envie de sauter un peu dans le vide, dans l'inconnu, j'ai envie de dire. Comment ça se fait que sur ce podcast, tu avais plus d'appréhension ou d'hésitation que pour lancer une boîte? J'avais surtout plein d'excuses. Plein d'excuses pour pas me lancer, très occupé par le reste de mes activités. Et oui, je repoussais bêtement en me disant que c'était pas prioritaire. Et en fait, ça l'était, c'est prioritaire parce que pourquoi depuis 3 ans, putain, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai rencontré comme gens cool, qu'est-ce que j'ai créé comme réseau. J'ai commencé 40 ans trop tard, quoi. Ouais, et après, est-ce que tu aurais eu la maturité suffisante il y a 40 ans tu vois, pour avoir des discussions aussi intéressantes et aussi utiles pour les auditeurs? C'est pas dit. Ça faisait certainement partie aussi des freins que je pouvais rencontrer à cette époque, qui était de me dire est-ce que j'aurais le niveau, est-ce que j'aurais le... T'avais un peu un petit syndrome de l'imposteur? De l'imposteur, c'est pas du tout mon style. Et donc, ok, tu lances le panier. Qu'est-ce que tu vas chercher avec le panier? C'est quoi ton objectif? Une question que j'aime bien poser aux podcasteurs, à des gens qui font du contenu. Dans quel état tu as envie de mettre tes auditeurs? En transe. Je peux faire un... Je vais faire un shout-out, je vais faire une petite dédicace à un gars qui s'appelle Michael Weiss, qui est le fondateur de Shapeart. Je ne sais pas si tu connais Shapeart, mais c'est très très cool. C'est 2 mecs, donc lui et un autre, un ingé, qui ont inventé un aimant ultra solide. Mais un aimant genre de folie. C'est pas un truc que tu achètes sur Alibaba ou ailleurs, ils ont fait la R&D. Et cet aimant, ils l'utilisent pour que tu puisses coller des pochettes sur cet aimant à ton vélo, ton bras quand tu vas courir, ta moto quand tu fais de la moto. Moi j'en ai, je fais des road trips en moto.
à des vitesses non autorisées, le truc qui tient vachement bien. Ce mec est brillant. Il a fondé SharePart il y a quelques années. Je l'ai reçu sur le panier à 2 reprises. Une croissance énorme. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que le mec connaît tout sur tout. Et ben, il rate pas un seul épisode du panier. Et il me dit très souvent, je fais un run, et ben je m'arrête pour prendre des notes. Et c'est ça que je cherche à apporter. Alors ça c'est pour les autres, hein, mais après je parle de moi, mais apporter avec le panier, c'est de l'intelligence pratique, opérationnelle pour des gens qui entreprennent dans l'e-commerce, en omnicanalité, en retail, et parfois même sans e-commerce d'ailleurs, mais apporter des éléments pratiques, opérationnels, actionnables immédiatement dans le business. Et c'est ce que je voulais faire. C'est peut-être la première motivation. La deuxième, évidemment, c'était pour moi. Moi, je voulais apprendre. Et quel meilleur moyen d'apprendre que d'aller rencontrer les meilleurs qui font ce qui m'excite. Et donc, j'ai fait... je dois approcher des 200 épisodes, si je dis pas de bêtises. Alors, ce sera, je pense, on est fin novembre, je crois que début janvier, j'ai le 200e qui sort. Et ben ces 200 personnes, alors il y en a que j'ai rencontré plusieurs fois, mais je sais pas, 150 personnes qui sont brillantes chacune dans leur domaine et qui m'ont toutes donné au moins un, et parfois 10, 15, 20 chakras ouverts, idées, trucs à tester avec mes clients ou pour moi-même. T'as un souvenir de conseils que tu as appris de tes invités, que tu as mis en place et qui a vraiment changé ta façon de travailler? Parce qu'avec Cosa Vostra, vous faites des sites, vous proposez des solutions e-commerce aussi pour vos clients, c'est exactement, ça, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été game-changing et que tu as apprises via ton podcast? Alors, il y a un mindset que je retrouve de manière générale, qui est celui de tester et itérer. Et c'est vrai que ça, nous, on l'a chez Cosa Vostra, parce qu'on entreprend, on fait beaucoup de boîtes, mais ça t'apporte quand même pas mal de légitimité quand tu vas le proposer à un client. Et que ce soit un grand compte ou un tout petit compte, l'approche qui est de dire lance-toi, pose un premier pied, et puis on avance par itération, en apprenant, en mesurant et en corrigeant, c'est quelque chose que je retrouve chez tous mes invités et qui nous sert nous chez Cosa Vostra évidemment, mais qu'on essaie aussi de pousser vers nos clients. Sur la partie game changer, c'est surtout en fait je pense des use cases dans lesquels on va piocher, et puis des mises en relation aussi d'ailleurs entre des invités et des clients, mais des use cases sur lesquels on va piocher sur des problématiques très précises. On peut jamais être expert en tout. Quand tu as rencontré 150-200 boîtes qui sont toutes les unes différentes les unes des autres, ça donne quand même un catalogue de savoir ultra important pour n'importe quel client qui vient toquer à la porte, quoi. Et comment tu faisais au début pour trouver des invités pour ton podcast quand tu avais 1, 2, 3 épisodes? T'étais déjà hebdo au lancement? Ouais, j'étais hebdo non, j'ai dû être bi-hebdo pendant un mois. Ouais. et hebdo à partir de 4 à 5 semaines, un truc comme ça. C'est pas évident. Ça n'a pas été trop violent en termes d'orga, en termes de... Comment tu as fait? Parce que c'est un peu ce qu'on dit souvent dans le podcast de conversation, c'est le nerf de la guerre, c'est quand même les invités, la régularité. Voilà, t'étais personne, entre guillemets, tu lançais ton podcast et puis tu avais quand même envie d'avoir des profils assez capés qui te racontent des choses intéressantes. Comment tu as mis ça en place à ton lancement? Alors, j'ai la chance d'avoir déjà un bon réseau. Ça fait une 12aine d'années que je traîne dans l'écosystème startup parisien. On y croise pas mal de monde. Mais tu as raison, je ne suis personne. Quand je me lance, j'ai pas d'audience. Le premier épisode fait 500 écoutes ou 400 écoutes, je sais plus, mais c'est rien. Donc, j'ai 2 enjeux à ce moment-là. Un, trouver des invités hyper intéressants qui vont me raconter des choses qui vont me permettre de faire croître l'audience. Et 2, aller chercher des invités qui ont des bassins d'audience suffisamment grands pour qu'ils puissent repartager les épisodes et eux-mêmes en parler autour d'eux. Il y a une chance géniale que j'ai et qu'on a, nous, entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs aiment bien donner des conseils et surtout aiment bien partager. Il y a une sorte d'entraide intrinsèque à nos activités. Donc, j'avoue que ça n'a pas été si difficile, mais c'est quand même moi qui devais me battre pour aller chercher des invités et surtout sélectionner les meilleurs dans leur domaine pour installer la machine et que la sauce prenne. Un peu plus tard, au bout d'1 an, je pense, ça a été l'inverse. Enfin, pas l'inverse, j'avais beaucoup de leads entrants. On peut appeler ça des leads, mais je rencontre énormément de gens et qui me disent qu'ils aimeraient bien passer. Donc, je peux sélectionner. Et moi, j'ai aussi une audience, une certaine légitimité, une certaine crédibilité qui me permet d'aller toucher plus facilement des gens qui ont des trucs à raconter.
Quel rôle joue ton podcast dans l'activité de Cosa Vostra? Si tu peux en parler, est-ce que... parce qu'évidemment, c'est avoir un podcast, créer du contenu au global. C'est aussi, au-delà de créer une audience, c'est toujours intéressant quand tu as des choses à annoncer, des choses à dire, mais c'est aussi un accès à un réseau, un accès à des profils intéressants. C'est un bon prétexte, un bon alibi pour rentrer aussi en contact avec des gens pour lesquels tu n'avais pas de raison particulière d'entrer en contact auparavant, tu vois. Est-ce que tu as des clients, des invités qui ont été convertis en clients de l'agence, je sais pas. Alors, je t'ai dit que mes objectifs avec le podcast, c'est d'apprendre, de faire apprendre, de faire grandir, de générer des vocations. On a encore récemment un mec qui nous a écrit il y a 2 jours en disant j'ai passé mon confinement à écouter les podcasts de Mathieu, Génération du Yourself, et Le Panier. Il a créé sa boîte, elle marche. Je suis tombé sur lui par hasard. Non, mais c'est un feedback génial. Je cherchais, alors c'est mes tenues perso. Tenue UES perso au singulier, mes tenues perso, et je cherchais en fait à faire imprimer des t-shirts ou des tote bags pour un client, Cosa Vostra. Je tombe sur lui, on m'en avait dit du bien, je l'appelle en lui disant c'est last minute, tu peux m'aider, on se connaissait pas. Il me dit mais Laurent, Cosa Vostra? Je dis ouais. Il me dit mais tu te rends pas compte, c'est presque, tu vois, la boucle est bouclée. Donc voilà, et tout ça c'est très cool, c'est ultra motivant, ça pousse à avancer. Mais ta question, c'est pas celle-ci. Et ça, effectivement, ça fait partie aussi de mes objectifs. C'est qu'on génère quand même. Donc le panier, c'est assez niche, mais ça fait entre 50 et 60 000 écoutes par mois. Chaque épisode fait entre 5 et 10 000 écoutes. C'est le plus gros podcast e-commerce français. C'est le premier niche, podcast e-commerce français. Et puis on dit e-commerce, mais c'est aussi retail, omnicanalité, wholesale. C'est très cool. Non, mais c'est trop long à dire. C'est ça, e-commerce. Je mets le i entre parenthèses maintenant. Ah bon? Quand je le présente, ouais. Le premier podcast e-commerce. C'est vrai. Commerce. Il n'y a pas... Enfin, tu vois, en termes d'auditeurs uniques, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est entre 20 et 22 000, je crois, chaque mois. Dans l'e-commerce en France, je ne sais pas s'il y a 40 000 personnes. Tu vois, faudrait le recenser, mais ça veut dire que j'ai une notoriété chez les gens qui touchent de près ou de loin au commerce, e-commerce, au retail, à l'omnicanalité, de au moins 50%, je pense. Et du coup, tu installes chaque semaine une habitude qui est d'écouter le panier, et du coup, évidemment, de la notoriété pour Cosa Vostra. Alors, tu ajoutes à ça les podcasts If This Then Dev sur la tech, Mediarama sur l'innovation dans les médias, et bien sûr, Génération Do It Yourself sur l'entrepreneuriat. Ça fait pour Cosa Vostra une vitrine qui est juste hallucinante, de 600, 700, 800 000 écoutes chaque mois, peut-être même plus. Et on avait calculé qu'en 2021, le nombre de leads qui sont arrivés chez Cosa Vostra par la notoriété dans les podcasts approchait les 1000. Ah oui. Ouais, à peu près 20 par semaine. Ok. Ouais. C'est... Donc 1000 par an alors. Ouais. Alors là-dedans, il y a des gens. Bien sûr. Tous les leads sont intéressants. C'est des gens qui ont un signal faible de business. Il y en a un, ça va pas le faire. C'est un jeune entrepreneur qui veut un logo et un site pour 500 €. Malheureusement, on n'est pas capable de le faire. Mais en lead qualifié, je pense que tu en as entre 35 et 40%. Qualifié, ça veut dire à qui on pourrait travailler, tu vois, en termes de maturité, de budget, de planning, d'expertise, évidemment. C'est énorme pour Cosa Vostra. Cosa Vostra, pardon, je ne sais pas si tes auditeurs le savent, mais c'est un cabinet de conseil en strat digital que j'ai cofondé avec Mathieu et 2 autres mecs formidables. Effectivement, aujourd'hui, ça doit être la première source de lead, de notoriété, de crédibilité aussi pour Cosa Vostra. Alors, j'ai pas transformé beaucoup, mais j'ai pas cherché à le faire non plus. Donc c'est une question que je me pose. Mais j'ai pas transformé beaucoup d'invités en clients parce que j'essaye de scinder les 2 mondes. Mais des auditeurs oui, des auditeurs, il y en a plein qui sont devenus clients ensuite, quoi. Ou bien qui peut-être de manière indirecte recommandent Cosa Vostra comme une agence crédible, performante pour si tu as un projet e-commerce ou commerce à mettre en place. Exactement. C'est un parcours utilisateur, enfin parcours client assez habituel chez Cosa Vostra. Quelqu'un qui écoute l'un de nos podcasts le recommande à un de ses amis, enfin de son entourage, qui a une problématique média, e-commerce, tech, et qui nous appelle. Tu devrais appeler Cosa Vostra, j'écoute leur podcast, ils sont super. Enfin, tu vois le chemin. Ouais, bien sûr. Tu vois des parallèles entre l'univers du commerce e-commerce et l'univers du contenu au global dans la manière de le promouvoir, de le vendre, de le distribuer. Tu vois, je te donne un exemple. Autant tu as des formats publicitaires sur les réseaux sociaux qui peuvent cartonner pour aller pousser un produit d'une DNVB parce que tu as le bon message, tu as la bonne cible, etc.
mais on n'a jamais réussi à trouver la bonne formule pour générer des écoutes de podcasts, par exemple, avec les mêmes leviers de visibilité. Ah, la question con. Non, elle est cool cette question. J'essaie juste de boucler tu vas trouver la trame de ce que je veux te dire. Mais ce que je veux te dire, et moi que je réalise après 10 ans de Cosa Vostra et d'aider des boîtes à régler des problèmes business de manière efficace et pragmatique, c'est que ce soit de la com, de la tech, du podcast, du e-com, on a tous besoin de raconter des histoires ou d'entendre des histoires quand on est client. Et je pense que c'est la première des choses qu'on fait chez Cosa Vostra, c'est qu'on aide les marques à se raconter. Et dans l'e-com, c'est pareil. Alors, il y a eu une grosse mode du dropshipping, ça marchait bien, c'était juste de l'acquise, un produit qui venait de Chine que tu mettais sur un Shopify, tu touchais même pas le produit d'ailleurs. Ça marche. Il y a des mecs qui sont très bons en SEO, qui font un joli site plein de produits et qui va faire des ventes. Mais en vrai, les marques qui marquent le mieux ou qui m'ont le plus inspiré en tout cas, ont toutes le même ADN qui est autour du storytelling de leur histoire, de leur marque, de leurs produits, de leur histoire, je l'ai dit. Voilà. Et dans quelle mesure, tu vois, le podcast, au final, c'est la même chose. Alors déjà, au micro, on raconte des histoires comme toi. Moi, je le fais toutes les semaines et c'est formidable, parfois 2 fois par semaine. On raconte des histoires. Et pour faire connaître des podcasts, je trouve que la légitimité du host qui va raconter lui-même son histoire et qui est dans un échange, même si j'adore les podcasts narratifs, aide à installer une sorte de crédibilité et de fidélité pour les auditeurs. Donc on pourrait en penser que du coup dans le e-commerce, l'incarnation de la boîte a son rôle aussi Alors j'ai dit raconter une histoire, pas forcément son histoire. Et je sais que ça marche très bien pour certains, ça marche pas forcément pour tous. Je pense à Justine de Respire. Justine, c'est Respire, et Respire, c'est Justine. Elle a un associé formidable que j'ai reçu et qui est brillant. Mais c'est vrai qu'elle a fait le choix d'incarner fort cette marque dans un domaine un peu... dans le même secteur d'ailleurs, il y a What Matters, qui est une super boîte qui fait des produits hygiène, entretien, maison, beau, réutilisables, enfin... Rechargeables. Eux, ils ont fait le choix inverse de pas du tout incarner et de raconter cette histoire qui est cette histoire de what matters, ce qui compte, tu vois, pour moi, pour ma famille, pour l'environnement. Donc non, j'entends ta question. Et je pense que incarner dans l'e-commerce n'est pas la seule bonne méthode. En revanche, pour le podcast, je pense que c'est essentiel. On passe une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 3 heures avec Matt à chuchoter dans l'oreille des gens. Il y a quelque chose de très personnel qui se crée. Et même dans le narratif. Je pense que c'est clair pour nos auditeurs, les podcasts narratifs, c'est des podcasts montés où des histoires sont racontées, comptées d'ailleurs. On passe un temps très intime à susurrer, à chuchoter dans l'oreille des gens, et je pense que du coup incarner le podcast qu'on porte est beaucoup plus important et presque la voie essentielle. Ouais, c'est vrai. Laurent, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a particulièrement marqué, une histoire justement, tu parlais de storytelling, qui t'a, je sais pas, marqué, bouleversé ou que tu as trouvé particulièrement étonnante? Un épisode qui te vient en tête? Ouais. J'en ai pas un, j'en ai 200. Alors, à chaque fois que je pose cette question à mes invités, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas froisser aussi leurs invités. Donc voilà, mais on sait tous que tous tes épisodes sont incroyables et formidables, mais t'as peut-être une histoire qui t'a provoqué quelque chose de particulier. Ok, alors je vais reparler de... Peut-être pas Respire, mais... j'ai reçu les Usual Suspects. Les Cabaya, Asphalt, qui ont des histoires incroyables, vraies. Alors pourquoi tu les appelles les Usual Suspects? Parce qu'ils passent partout. D'accord. Et je suis très heureux qu'ils passent chez moi, attention. Mais c'est vrai que tu les Respire, Justine, tu l'as vois partout. Et c'est formidable. Et j'ai du coup fait l'épisode avec son associé dont le prénom m'échappe. Et c'était passionnant. Mon point est le suivant. Ce que j'adore, c'est les pépites qu'on entend nulle part. Et qui sont pleins d'enseignements pour moi, pour mon audience, mes auditrices, mes auditeurs, et qui ont en plus de très belles histoires à raconter. Alors, ça va être... c'est très récent, mais j'ai enregistré avec Simone à Bordeaux. Simone à Bordeaux, pas Simona. C'est une femme, Agnès Tardy, qui, avec son mari, décide un jour de partir en province. Ils ont bossé dans la pub, dans l'événementiel à Paris. C'était la frénésie pendant 20 ans. On va ralentir.
Et cette femme, Agnès, a eu un cancer d'un sein, enfin un cancer du sein, un premier sein, ablation, chimio, et pour occuper son temps libre, qui est difficile, elle se met à assembler des petites perles pour faire des colliers. Le temps que la chimio se termine sur le premier sein, elle apprend qu'elle a un cancer de l'autre sein, ablation, chimio, et bref, elle passe 2 années et demie à se battre pour garder l'envie de vivre. C'est un peu fort, mais tu vois, la motivation, c'est 2 années très très noires. Et en fait, elle a profité de ce temps, je t'ai dit, pour enfiler des perles et faire des colliers. C'est devenu ensuite des bracelets, et c'est devenu une marque qui est belle, qui est colorée, qui est plein de joie, et qui marche et qui leur permet à tous les deux de vivre en couple, puisqu'elle sait ensuite, elle a été rejointe par son mari, et tu vois, c'est ce genre d'histoire que j'adore raconter, j'adore entendre surtout, et j'adore creuser, quoi. Et comment surtout moi, je te l'ai dit, hein, j'ai fondé une dizaine de boîtes seul ou avec mes associés ces dernières années. J'adore le fait de croire que tout le monde peut le faire. Et toutes les histoires qui rejoignent un peu cette idée-là et qui me permettent de creuser cette idée-là et pousser plein de gens à entreprendre, comme Aurélien de mes tenues perso dont je te parlais tout à l'heure, je trouve ça génial. Et du coup, il y a un autre épisode aussi qui me vient à l'esprit, qui est... c'est vrai que j'en parle souvent et je t'en ai déjà parlé, mais il est super. C'est Emily's Pillow. L'été d'oreiller, c'est ça ? Laure Lagarde, ouais, c'était l'épisode 113, si je dis pas de bêtises, si vous allez chercher. Et ça, c'est une nana qui... c'est marrant. Pareil, vivait à Paris, dans un petit appart. Elle était responsable des achats de matières premières pour je sais plus quelle grosse boîte du CAC 40. Envie de changer de vie, elle file à Bordeaux. Elle connaissait rien au digital, rien au e-commerce. Et en l'espace de 6 mois, elle se forme, vidéo YouTube, masterclass, apprentissage, et elle lance son business dont elle vit aujourd'hui, et elle vit bien, en tout cas qui marche bien, parce que ça fait entre 1,5 million et 1,8 million d'euros de CA. Et ça, je trouve ça génial. Et donc ces histoires qui prouvent qu'il suffit de se sortir les doigts, d'avoir un peu de chance, beaucoup de persévérance, énormément d'envie, du bagou, mais que c'est finalement faisable, j'aime bien ces histoires. Tu sais, avant d'enregistrer, que l'épisode va être bien, tu prépares un peu ou bien tu pars un peu à l'aventure et avec le risque que, en fait, cette histoire entrepreneuriale, elle est cool, ce site e-commerce, il tourne bien, machin, mais il n'y a pas grand-chose d'original ou d'intéressant ou de particulièrement saisissant, tu vois, à raconter. Ouais, alors tu as un peu un rôle de détective ou de journaliste. Enfin, pas journaliste, mais... de détective. Ah non, pas journaliste. C'est une discussion, c'est pas une interview. Tu vois. Et puis je suis entrepreneur, donc il y a des concepts qui résonnent en moi, qui me permettent moi de partager les miens, de me confronter, tu vois, à mon invité. Mais toutes les histoires ont au moins un angle intéressant, et on arrive à le trouver. J'arrive à le trouver assez facilement, mais en vrai, elles en ont plein des angles intéressants. En termes de préparation, évidemment. Je me renseigne un peu sur l'invité et sa boîte, donc son parcours et la boîte, mais surtout je fais un call où j'essaie de comprendre qui est la personne que je vais recevoir. Alors je devrais pas le dire parce qu'il y a peut-être des futurs invités qui vont m'écouter, mais dans ce call, je vois aussi la capacité à raconter, à s'exprimer. Est-ce que ça va être facile, difficile ? Est-ce qu'il faudra tirer les verres du nez ou est-ce qu'il suffit de lancer un sujet pour que ça roule ? Mais du coup, je fais un call préparatoire qui me permet quand même de creuser les 2-3 thèmes sur lesquels je me dis il va se passer quelque chose, tu vois, il va y avoir une étincelle et on va pouvoir creuser ces sujets. Je me pose aussi la question, et ça je fais ça avant les enregistrements, du titre. Tu vois. D'accord. Qu'est-ce que je veux apprendre dans cet épisode, et ça me permet aussi d'avoir un angle et d'orienter un peu la conversation. Exactement. Ouais, tu as des réflexes de journaliste en fait. Ça doit être ça. Tu sais déjà l'info que tu vas aller chercher. Ouais, et surtout, qu'est-ce que je vais apprendre, tu vois, une marketplace de With The New, une marketplace de chaussures que tu connais peut-être Non. With The New, si t'es fan de basket, c'est la meilleure tu m'en as marketplace. parlé déjà. Et les mecs, ils ont commencé dans le salon de l'un des fondateurs, un salon plein de chaussures, à acheter et revendre des baskets, des sneakers de collection. Et du coup, t'as un enjeu qui est hyper important, surtout quand tu fais ça dans ton salon, c'est tester la véracité, tu vois, que ce soit des vraies baskets. Donc tu vois, une histoire qui est hallucinante, et ils ont levé je sais plus combien de millions et ils cartonnent, c'est devenu la ref en France, si ce n'est en Europe. Tu vois comment tu passes de ta cuisine à ça,
avec sur un marché qui explose. Enfin, je sais pas si tu te balades en ville, hein, le samedi matin, tu vois des queues de fous devant Adidas, devant Nike, et devant Shinzo. Et donc j'ai perdu le fil. Je te racontais ça parce que on parlait des histoires. Je me demande ce que je veux apprendre, tu vois, voilà. et je réfléchis quand même pour avoir cette trame. Ça fait partie des quelques éléments de préparation que je fais. Et justement, tu as eu des épisodes où l'invité était vraiment à la ramasse. Tu ramais pour lui sortir d'un truc intéressant. C'était pas obligé de citer des noms, un ou une invitée d'ailleurs. Mais ça peut être déstabilisant aussi, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé. Je réalise que je bouge beaucoup. Non, pas tant que ça. Je crois que je tu demande n'es pas celui qui bouge le plus. C'est vrai. Non. Moi, je demande à mes invités je leur permets de bouger, si tu veux. Je leur dis, sois à l'aise. Ouais. Le micro est sur un bras. Balade-toi avec le micro. Il faut que tu aies envie de... Tu sois à l'aise pour parler. Ouais, ça m'est arrivé. Évidemment, je ne donnerai pas forcément des noms, non. mais ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent. En fait, ce qui est parfois un peu chiant, c'est quand tu reçois un invité qui est un représentant commercial d'un outil pour entrepreneurs. Et moi, ça m'intéresse de recevoir les TikTok, Pinterest, Instagram, Amazon, Shopify, PrestaShop, évidemment, de ce monde pour qu'ils racontent. En fait, ce que je cherche, moi, c'est simple, c'est aider mes auditrices et mes auditeurs à vendre mieux et plus. Et pour ça, il faut qu'ils s'inspirent d'histoires existantes, de bonnes pratiques de e-commerçants qui sont passés par là, mais aussi que qu'on leur présente des outils ou qu'on leur explique comment bien utiliser des outils pour mieux vendre. Et donc effectivement, quand tu as soit quelqu'un qui est là pour vendre sa sauce, ça me fait un peu chier. Et je lui dis, quand j'invite, je lui dis, j'ai un bon exemple inverse, c'est Thomas Pédugaille de Email Club, qui se trouve être un sponsor du panier, mais je l'ai reçu avant qu'il soit sponsor. C'est un mec qui fait du CRM outsourcé pour les startups e-commerce et qui leur permet de faire des... Donc, attends, je te traduis pour... il gère des campagnes email marketing pour des e-commerçants qui soit n'ont pas le temps, soit ne savent pas le faire, qui ne savent pas l'optimiser. C'est tout un art et c'est très complexe de gérer un CRM, donc ta relation avec tes clients, prospects et clients, par l'email, faire les bonnes relances au bon moment. Et c'est ce qu'il fait. Et donc sa boîte c'est Email Club, mais il n'est pas du tout venu vendre sa sauce et je lui avais dit, si tu viens, on parle d'Email Club bien sûr, mais je veux les 10 tips pour cartonner en email. Et le mec il a ouvert sa besace. Il est vraiment super Thomas en plus. Ouais, il est cool. Il passe le bonjour. Il a ouvert sa besace et il m'a donné les 10 tips à suivre, mais dans le détail. C'est-à-dire que tu écoutes l'épisode, tu peux progresser, tu peux te passer de lui potentiellement. Et ben c'était un épisode, j'en ai fait 2 avec lui d'ailleurs, qui fait un carton d'écoute et qui lui a apporté plein de business. Et donc quand de l'autre côté t'as un mec qui vient vendre sa sauce, ça marche pas. Et du coup c'est un peu compliqué. Donc il y a ce type d'invité. Il y en a, en vrai c'est arrivé qu'une ou 2 fois sur 200 épisodes, donc ça va, je touche du bois. Et ensuite il y a aussi des gens qui ont du mal à partager leurs chiffres. Alors je préviens en amont, et moi c'est un podcast franc, opérationnel, en toute transparence, où on ouvre le capot. Alors parfois tu peux pas partager ton CA, mais tu peux donner ton nombre de commandes, enfin tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. Ça te donne une bonne indication. C'est ça, mais il y en a qui ont du mal, et qui m'ont dit peut-être en préparation que ça posait pas de problème, et tu réalises que quand tu enregistres, tu vois, voilà. Et là, il y a des tips, hein. Alors tu vas me dire que c'est des tips de journaliste aussi, mais tu peux sonder, tu vois. Tu fais quoi, 1 million, et tu vois la réaction du mec, il dit ah non, 500 000, ok, d'accord. Et du coup, ça te permet quand même de passer outre. Mais ça arrive assez peu. Et en fait, je trouve que le format que tu as là, que j'ai sur le panier, il permet quand même d'installer une discussion assez cool, et c'est très intime. Alors, on ne réalise pas qu'il y a 5, 7, 10 000, 100 000 personnes qui vont t'écouter. Moi, je ne suis pas à 100 000. Quand on est comme ça dans une petite salle, tranquille, tous les deux, avec un casque sur la tête. Ça t'étonne que le format que tu as créé avec le panier n'existe pas dans les médias traditionnels ? Attends, est-ce que ça m'étonne que le format du panier n'existe pas dans les médias traditionnels ? Parce que finalement, tu as créé aussi un format tu l'as créé aussi parce qu'il n'existait pas. C'était aussi parce qu'il y avait un manque et tu t'es dit, non, là, il y a un service à rendre aux auditeurs, au marché, aux entrepreneurs, aux e-commerçants.
Ça n'existe pas, je vais le créer, je vais l'incarner. Et c'est vrai que cette approche très pratico-pratique, comme tu dis, on ouvre le capot, mais pas juste par voyeurisme et pour que tu nous donnes tes chiffres, c'est juste pour comprendre comment tes chiffres sont construits, comment tu construis quelles sont tes charges, tes circuits, tes coûts d'acquise pour faire tourner la boîte, quoi. Et finalement, c'est ce genre de choses, d'infos, on les a pas tellement dans les médias spécialisés, même qui parlent de e-commerce, tu vois. Alors, tu as parlé de format, mais moi je parlerais de ligne édito. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, en étant indépendant, donc le panier fait partie du label Orso Média, qui est un label indépendant, et le panier est indépendant, et surtout j'ai une liberté de parole que je pourrais avoir nulle part ailleurs. Ça te donne quand même pas mal de liberté pour faire un peu ce que tu veux au micro, quoi. Donc, je pense que si le format, si la ligne édito, si ce genre d'édito n'existe pas, c'est peut-être d'une part parce que dans certains médias, tu pourrais pas avoir cette liberté. Et je pense aussi, mais tout simplement que moi je suis pas un média, je suis Cosa Vostra, je suis un entrepreneur, je passe 15 heures par jour à aider des boîtes à vendre mieux, c'est intéressant ce que tu dis, t'es pas un média, mais le panier est un média, de fait. C'est-à-dire que tu fabriques de l'information que tu distribues auprès d'une audience. Laurent, j'ai des révélations à te faire. Tu es un média. Le panier, de fait, est un média, mais c'est pas un média, c'est un outil d'apprentissage. Pour moi, pour mon audience, et qui me permet aussi d'apprendre des choses pour Cosa Vostra, qui permettent de faire de la visibilité aussi. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je le perçois. Je suis de facto un média, mais je suis vraiment là pour apprendre. Et donc, c'est vraiment ma volonté première. Et moi, quand je suis quelqu'un d'assez anal, on dirait en anglais, pragmatique, j'ai envie de comprendre pourquoi, comment. Enfin, tu vois, j'ai fait ça, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait. Et puis, et continuer de creuser, parce que je le fais moi-même tous les jours. Tous les jours, je règle des problèmes business pour des boîtes. J'ai envie de comprendre et de m'améliorer. Donc, ça me permet de comprendre et de m'améliorer. Et je pense que tu vois, un journaliste qui ferait ça dans un média traditionnel, il est là justement avec une casquette de média, pas une casquette peut-être d'apprenti, tu vois. Ouais, mais après, tu retrouves quand même dans les médias pas mal de marques médias qui ont cette approche très pratico-pratique. Dans la presse magazine, dans l'auto, t'as ça. Dans la tech, évidemment, que je connais bien, t'as ça. On avait même des fiches pratiques, tu vois. Mais j'ai l'impression que dans les médias spécialisés qui parlent de business, on va pas autant dans le détail opérationnel pour aller chercher des tips très concrets, directement activables. Qu'un journaliste qui parle de voiture n'aura pas les mêmes questions qu'un mécanicien qui parle de voiture. Moi, je suis un mécanicien. Intéressant. Bam. Ok, merci pour cet extrait TikTok. Ouais. Ça fait une bonne transition d'ailleurs. On va parler un peu de ton organisation, des coulisses du panier. Donc on a beaucoup parlé des invités, on sait que c'est un gros morceau, que ça peut prendre du temps. Comment t'es organisé là-dessus ? Parce que accessoirement, on a aussi parlé de Cosa Vostra. Tu es le CEO de Cosa Vostra, directeur général. C'est combien ? C'est 85 collaborateurs. Donc on imagine que tu es déjà bien occupé et qu'un podcast hebdo, ça occupe aussi pas mal. Tu nous racontes un peu comment t'es organisé ? Ouais. Une organisation qui est au final assez fluide aujourd'hui, qui a mis du temps à se mettre en place. J'ai plusieurs personnes qui bossent avec moi sur le panier. J'ai un assistant qui gère mon agenda, mon calendrier éditorial, donc mes plages d'enregistrement, mes créneaux de découverte, les 15 minutes que je passe avec un futur invité. Et j'ai sur la partie prod plusieurs personnes. Il y a Anouk, il y a Orlan, il y a Juliette qui m'aident à publier tous les épisodes. Donc en amont, c'est moi qui vais choisir qui, comment, quelle série spéciale faire. Avec Stéphane, mon assistant personnel, on gère du coup les créneaux d'enregistrement, les emails, les relances, les appels. Mais qui gère aussi ton agenda pro côté Cosa Vostra, il me semble. Ouais, Stéphane, c'est serbe comme nom, il est serbe, mais il est francophone. Il fait partie d'une boîte qui s'appelle Get Doubles. C'est un assistant personnel, sans lui je suis mort. J'espère qu'il n'écoutera pas, sinon salut Stéphane. C'est le moment de demander une augmente, Stéphane. C'est ça, le prix est fixe. On paye à l'heure. Non, c'est très cool d'ailleurs, je le recommande. Donc, mais pourquoi j'apporte cette précision ? Parce que quand tu es podcasteur indépendant tout seul, ça peut paraître
ultra luxe de se dire oh, attends, il a un gars pour gérer juste son planning, d'autres pour gérer sa prod et tout. T'as quand même beaucoup de ressources, entre guillemets, pour parler en management, qui sont mutualisées avec Cosa Nostra ou peut-être même... You gotta spend money to make money. Alors moi, je fais pas, c'est pas forcément pour l'argent que je suis là, mais tu as tout à fait raison. Mais le temps que ça prend d'organiser les rendez-vous, donc de Stéphane, sur le panier, c'est ultra pratique, mais c'est pas des heures et des heures par jour, ni par semaine d'ailleurs. Et ça, c'est alors il y en a plein qui existent, hein. Ça court LinkedIn, les assistants personnels, ça se paye à l'heure, ça coûte pas forcément très cher. C'est vraiment un conseil que je recommande. Moi, je suis là pour créer de la valeur pour ma boîte, pour moi, pour mes auditeurs, mes auditrices, et prendre un rendez-vous, c'est peut-être pas là que j'ai le plus de valeur ajoutée. Donc tu as raison, ça peut peut-être paraître un luxe, mais en fait c'est un luxe. Non, je disais c'était un luxe de l'avoir full time. C'était ça surtout mon propos. Oui, pardon, et donc c'est pour ça que je te disais que sur le panier, préciser que c'est mutualisé. Que... Ouais. Et sur la partie prod, en vrai, on l'a fait. Ça nous était. Hein, ouais. Mais je crois que c'est lié à la télé de ta salle. De notre salle. Sur la partie prod, on le faisait tout seul au début. Et c'est vrai que nous, on a choisi quand même un format chez Cosa Nostra, la plupart des podcasts. Tous les podcasts sont des podcasts de talk sans montage. Et j'avoue que moi, alors je l'ai dit, hein, j'adore les podcasts narratifs comme Il était une fois l'entrepreneur, tu vois, où t'as des coupes, t'as du montage, t'as du son, t'as des dialogues, t'as plein de choses. Salut Laurent. Salut Laurent. Broa. Il était une fois un entrepreneur, l'entrepreneur. Il fait des podcasts courts, mais vachement montés, qui prennent un temps fou. Nous, chez Cosa Nostra, c'est vrai qu'on a choisi le talk. Entre le moment où tu appuies sur enregistrer, le moment où tu appuies sur stop, il n'y aura pas de montage, pas de prod. On le passe dans des machines qui enlèvent justement les petits sons. Comment on appelle ça, les sons les parasites. Les parasites, quoi. Mais du coup, en temps de montage, c'est assez faible. On coupe au début, on fout l'intro, on fout le générique à la fin, on met les encres pour poser éventuellement du pré-roll, mid-roll ou post-roll. Mais en termes de prod, ça va assez vite. Et c'est vrai qu'au début, on le faisait seul. Aujourd'hui, on l'externalise. Mais il y a plein de freelances formidables que je peux conseiller si tes auditeurs le souhaitent, qu'ils le font. Nous-mêmes, on en utilise. Et ça permet quand même de fluidifier un peu l'organisation. Et la rédaction des descriptifs du titre, ça peut être assez long finalement. Alors, on est pas tous pareils chez Orso. Moi, je prends énormément de notes pendant mes entretiens. Pendant mes interviews, pendant mes enregistrements. Donc en général, je finis avec une page énorme de notes que j'ai prises et de timestamp. Tu arrives à prendre des notes tout en restant concentré sur ce que te dit de ton invité ? Bravo. Écoute, mes audiences croient. Et on me dit du bien du podcast. Voilà. Non, mais c'était pas c'était une fausse question, c'est une observation. C'est pas donné à tout le monde. Je suis pas sûr que j'arriverai, moi, tu vois. Écoute, non, mais alors, je me suis déjà dit deux choses dernièrement. J'essaierai de plus prendre de notes un jour. Je ferme le PC, je le laisse à côté, je me plonge dans les yeux. Ça fait partie d'ailleurs des techniques d'art oratoire, mais de mon invité pour creuser l'histoire. Et le deuxième, c'est de changer mon intro. Regardez, c'est flippant. Changer mon intro comme tu l'as fait tout à l'heure. Donc, pour répondre à ta question, je prends énormément de notes et en fait, je passe à mon équipe. En gros, c'est Anouk que je salue. Les timestamps, le titre que j'aimerais donner. Et les timestamps, pardon, c'est je note les temps où certaines choses sont dites pour leur faciliter et pour moi retrouver aussi des éléments quand je parle de ces épisodes. Donc ça donne quand même pas mal d'éléments pour créer ce descriptif. Aujourd'hui, je fais écrire le descriptif par une jeune femme qui s'appelle Orlan, qui bosse super bien, qui est en freelance, qui nous rejoint bientôt d'ailleurs en alternance, mais elle était en free quelques derniers mois. Elle me propose un truc que je remouline à ma manière, parce que j'ai un ton qui est moi, et il faut que, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on incarne nos prises de parole, et qui va me servir pour les réseaux sociaux, mais aussi, donc LinkedIn en fait uniquement pour moi, mais aussi ma newsletter. Donc, tu reprends le texte tel quel, c'est ça ? Non, je le raccourcis dans la newsletter. Okay. Donc sur LinkedIn, je vais faire un post de 6-7 paragraphes de 2-3 lignes. Sur LinkedIn, ça va être 2 paragraphes de 3 lignes, en gros. Excuse-moi, sur la newsletter, ça va être 2-3 paragraphes de 3 lignes max. Ok. Et ton post LinkedIn est assez proche de ce que tu publies en descriptif d'épisode ? Oui, proche, mais c'est pas le même. En descriptif d'épisode, ça va être un peu plus long. Donc si tu veux, le descriptif est posté sur le site
lepanier.io et sur toutes les plateformes. Et je me pose la question d'ailleurs de savoir si je garde le site. Qu'est-ce que t'en penses, t'as un avis? Mais écoute, je peux vous donner un petit conseil. J'ai découvert un service qui s'appelle podcastpage.io. Et c'est un service qui te permet de générer des sites de podcast en partant du flux RSS. Vous savez, un podcast, c'est assez simple, hein, c'est un flux RSS ou XML qui indique à des agrégateurs de podcasts, hein, parce que Apple Podcasts, Spotify, tout ça, ce sont des agrégateurs de podcasts qui disent voilà le titre, voilà le texte, voilà le descriptif, voilà le chemin pour accéder au fichier. Et donc, tu lui donnes à manger le flux RSS et lui, il te génère des pages articles, il te met le player, il te ressort la cover. C'est incroyable, tu peux tout personnaliser. Tu peux personnaliser les feuilles de style, les couleurs, le logo. Tu peux générer un espace blog, tu peux avoir des formulaires de contact. Ou tu peux, si tu veux, juste avoir une page simple. Donc, moi, mon avis pour répondre à la question, c'est si c'est quelque chose qui ne te prend pas trop de temps, qui est généré automatiquement, qui tourne tout seul, why not, faut le faire, tu vois, c'est bien, ça te permet de remonter dans les SERP, dans les résultats de recherche de Google quand on tape ton nom ou le nom de ton podcast. Voilà. Après, c'est vrai que ça peut être très intéressant de faire du SEO autour du podcast aussi, et donc d'accompagner le podcast d'articles avec le top 5 des meilleurs outils e-commerce, les 3 meilleures solutions de paiement quand on a un site e-commerce pour faire du référencement naturel. Mais c'est vrai que ça demande quand même plus de ressources, plus de moyens, mais quand on atteint une certaine taille, ça peut être intéressant. Mais du coup, encore une fois, ça rejoint cette question, pour se retrouver dans une position, dans une logique média en fait. C'est ce que font les médias traditionnels, qui ont compris comment fonctionne le Donc digital. moi j'ai bien un site, c'est lepanier.io. Ouais. Les descriptifs d'épisodes, c'est les plus longs. Ils sont un peu moins longs sur les plateformes, ils sont encore moins longs sur LinkedIn, dans mon post, et ils sont encore moins longs dans ma newsletter. Sur le site, je poste aussi effectivement des articles, tu vois. Klarna versus Alma, j'en sais rien. Quelle plateforme choisir entre Shopify, PrestaShop ou WooCommerce. Donc ça me permet d'avoir un terrain d'expression qui est intéressant. Ça me permet aussi de faire du SEO. Ça demande un petit effort. C'est pour ça que je te pose la question et ton avis, parce que ça demande un petit effort. En revanche, un truc qu'on ne fait pas encore et que j'aimerais bien faire, que je ne fais pas encore et que j'aimerais bien faire, j'ai créé une boîte qui s'appelait 365 Apps et qui faisait du marketing d'applications mobiles. Si tu veux, j'ai fait du SEO depuis 20 ans. J'ai fait du marketing d'app pendant un temps. Là, on fait du marketing, du SEO de fiches produits sur les marketplaces. Tu vois, remonter. C'est hyper important de bien choisir tes titres, tes descriptifs, tes photos, tes assets quand tu vends sur Amazon, par exemple. Ce que je fais pas du tout, c'est du SEO contextuel et disons mis à jour en fonction de l'actualité sur les épisodes du panier. Et en vrai, en fonction des tendances, chaque mois, il y a de l'actualité. Ça pourrait me permettre de mettre à jour certaines descriptions d'épisodes sur des mots-clés clés, des mots-clés phares pour remonter dans les... Est-ce que j'ai un exemple là? Non, mais typiquement, l'année dernière, j'ai parlé de 11-11 avec Alibaba. Je pense que la date doit être de 2021. J'aurais dû mettre 2022. Tu vois, il y a des petites choses à faire pour... mettre à jour certains Exactement, articles. Ouais, tout à fait. Donc, on a parlé des plateformes de podcast, on a parlé de LinkedIn, on a parlé de ta newsletter. T'es aussi sur TikTok, Laurent? Oh, c'est pas sympa, ça. Quoi? Oui, je suis sur TikTok. J'ai posté 2 vidéos. mais parlons-en. C'est quoi le sujet? C'est une question de temps, une question de ressources, parce que c'est vrai que TikTok, c'est de la prod en plus, quoi. Pour que ça marche vraiment. Alors, il y a différentes manières de faire. Et moi, si je fais du TikTok, vous pouvez aller voir, hein, c'est sous mon nom, Laurent Kretz. Il y a 1 ou 2 vidéos, je crois. Si jamais je devais me lancer plus, c'est ce que je ferais. Plutôt que de faire de la captation vidéo de mes épisodes et de faire des rushs que je pousse sur les réseaux, c'est très bien, ça marche. Je crois que Matt de GDIY a fait 200 000 écoutes au cours du dernier mois. 200 000 vues il a fait un hit à 200 000 vues sur un TikTok, ce qui arrive assez régulièrement. Hein. Ok. Je l'ai fait aussi sur Follow Me, hein. Alors on se calme. C'est très très cool. En vrai, moi ce que je voudrais faire, c'est donner des conseils. Tu vois, on est là pour apprendre, c'est ce que je dis, grandir et faire grandir, c'est le but du panier. Et donc un extrait c'est bien, mais je préfère, tu vois, les 5 trucs à ne pas rater quand tu lances ta fiche produit sur Amazon, 3 tips pour augmenter ou optimiser ton CRM pour le Black Friday. Donc ça demande quand même un peu de prod.
Et puis ensuite, il faut aimer son image. Il faut, voilà, moi, j'y suis pas encore, mais j'y viens. T'es prêt ou pas? T'es prêt pour la séquence TikTok? Il y a une séquence TikTok? Il y a une séquence TikTok. Ah tiens, tu m'avais pas prévenu. C'est quoi tes 3 conseils, trois conseils que tu donnes à des gens qui veulent lancer leur podcast? C'est parti. Commencez. Ok, on va la refaire. On va la refaire. Mais non, on la garde. Non, mais je sais pas, là, avec ton retour, avec ton expérience de podcasteur, tu vois, est-ce qu'il y a 3 erreurs que tu aurais peut-être tu veux des séquences de combien de temps? 25 secondes. 25 secondes. Je sais rien, ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de comprendre voilà, ce que tu aurais fait différemment. Le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer avec une prise de parole, quelle qu'elle soit, mais le podcast, on en est là pour en parler, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire gagner à ses auditeurs, ses auditrices, comment il va les faire grandir. Et je pense que c'est une ligne de conduite que tu dois avoir et que tu dois poser quelque part, et que ça doit être ta trame, ta North Star pour avancer et te lancer, quoi. Ensuite, c'est très simple. Si tu veux te lancer, achète du matériel ou emprunte du matériel et lance-toi. C'est pas plus compliqué que d'appeler un pote ou pas, ou d'appeler quelqu'un que tu connais pas, ou de demander une intro à quelqu'un que tu voudrais avoir sur ton podcast et lui demander 1 heure de son temps pour te raconter son histoire. C'est pas plus compliqué que ça. Tu t'assois, t'appuies sur play, enfin sur record, et c'est parti, quoi. Merci Laurent. Ça va, la séquence TikTok là? C'est super, bah écoute, on verra, je vais le mettre. On va voir si... Écoute, on fait un pari ou pas? Dis-moi. Moi j'aime bien ces petits engagements qu'on fait dans les podcasts. Si, avec ces 2 extraits que je vais publier sur le compte TikTok de Follow Me, qui est Chris Siminelli, il a mon nom. Si on fait... Siminelli avec un C. Avec un C, C-I-M-I-N-E-2-L-I. Si on fait plus que 8000 vues sur ce que tu viens de dire, tu t'engages à publier un TikTok par semaine. Incarné par toi. Ok, deal. Allez, c'est parti. 8000, tu les fais d'habitude ou pas? Dans quoi je me lance là? C'est vraiment les montagnes russes TikTok. Tu peux faire... des fois, tu publies des fois, je publie des extraits de mon podcast avec, je trouve, un passage très inspirant, avec quelque chose qui est très intéressant de raconter. Et tu vas faire 800, 900 vues. Et après, tu peux publier un autre extrait sur lequel tu n'avais pas parié. Et tu pètes les scores. J'ai fait 2 fois 300 000 vues avec des extraits de Follow Me. Dès que ça parle d'argent, tu vois, ça marche bien. Et je pense qu'il y a peut-être un sujet, tu vois, sur ton podcast, le panier, tu sélectionnes des extraits qui parlent d'argent, je suis sûr que ça peut cartonner. Ouais, mais en fait, la question, elle n'est pas là. Et Chris, je suis désolé, mais je reviens sur mon engagement. Et du coup, je reviens aussi sur ce que je t'ai dit un peu plus tôt. So what? Je suis pas aujourd'hui persuadé. Je suis pas aujourd'hui persuadé que, tu vois, c'est sur TikTok que des mecs qui ont envie de cranter en e-com, en vente, en retail, en omnicanalité vont. Et écoute, on en reparlera. Non, mais dis-moi, c'est quoi non, franchement, faire 300 000 vues, c'est cool pour mon ego. C'est très cool pour potentiellement l'audience du podcast. Et d'ailleurs, tu vois des c'est pour ramener du monde sur ton podcast. Ça ramène du monde. C'est difficile à mesurer. Non, parce que l'audience de Follow Me est en progression constante depuis le mois de mars où je l'ai lancé. Là, on est autour de 10 000 écoutes par mois. Ça progresse. Donc mais c'est très difficile de faire de l'acquisition de toute façon via TikTok, même en e-commerce, parce que tu n'as pas beaucoup de liens sortants. Enfin, sans faire de payant, je veux dire. C'est très difficile. Donc, et en podcast, je pense que c'est encore plus compliqué, mais tu crées du contenu, tu installes une marque, je sais pas comment te dire, ça participe au bouche à oreille ambiant qu'on peut avoir sur le digital, sur une marque média. Et je pense que c'est un travail qui paye sur la longue traîne. Voilà. Et juste sur la scène e-com sur TikTok, elle est super active. J'ai peut-être un biais de perception parce que moi, via le boulot, pour pas mal de partenaires, on met en place aussi des choses sur TikTok, et donc je suis abonné à des comptes qui parlent de e-commerce, de marketing, etc. Et il y a des choses assez dingues, hein. J'ai pas de nom de créateur là comme ça en tête, mais il y a des créateurs de contenu qui partagent énormément de valeur,
Et on est très très loin, tu sais, de la vidéo ou du mec, là, comment il s'appelait, la réponse, elle est vite, la question, elle est vite répondue, là, tu vois. C'est pas du tout ça, quoi, tu vois. JFN, Ouais. FNP, PFN, JPFN. C'est pas du tout ça. C'est des gars qui sont consultants par ailleurs et qui partagent des vrais tips. Donc, je pense que ça peut être vraiment dans le prolongement de la mission, de ta mission avec le panier. Ok, 2 choses. La première, quand est-ce que tu le reçois ? Il s'appelle Jean-Pierre Fanguin, JPFN, c'est bien ça, c'est jp.fn. Eh ben écoute, si vous ne connaissez pas, allez regarder. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière. C'est un mec qui est fandard, qui est là pour vous faire gagner des millions, et je pense que la question elle est vite répondue. Et t'as raison, il y a un vrai voile sur le personnage. On n'a jamais trop su s'il était vraiment sérieux. Ou est-ce qu'il vend des formations à 3000 balles et il est caché à Dubaï. Il a déjà participé en plus à des vidéos sur YouTube où il a beaucoup d'autodérision, donc on a du mal à savoir. Je vais essayer de l'inviter, tiens, bonne idée. Allez, Jean-Pierre, si tu nous écoutes, on aimerait bien savoir comment tu fais ça. Non, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'entends ce que tu dis et dans les efforts que je vais mettre, en fait, je vais pas les mettre là pour l'instant. Donc si tu gagnes ce pari, je ferai ma vidéo par semaine pendant 2 semaines, c'est ce qu'on a dit. Pendant quelques mois. Je vais faire comme toi, je vais lancer le compte du panier, comme Matt. Je vais lancer le compte du panier sur TikTok, je vais faire un TikTok et à partir de la semaine prochaine, ce sera Laurent Crête. Je suis pas sûr, une fois de plus, que tous les e-commerçants qui cartonnent que je reçois me disent pas qu'ils sont allés sur TikTok pour apprendre, ils sont allés sur YouTube principalement, et c'est plutôt ce terrain. Parce qu'ils ont honte. C'est plutôt ce terrain que j'aimerais bien aller creuser. En revanche, tous utilisent TikTok pour parler de leur marque. Et ça, c'est vrai. Non, mais dans les efforts que je vais mettre, TikTok est pas en P1, en première priorité. Alors, c'est quoi en P1 ? Plus de contenu. Des contenus plus pointus et des arcs, donc des séries spéciales sur des sujets qui m'inspirent. J'en prépare sur le premier quadrimestre, on va dire, j'en prépare 3 ou 4 l'année prochaine. Il y en a une sur le rachat de business. Tu vois, j'ai racheté un e-com. Comment est-ce que je fais pour le récupérer, le moderniser, le dynamiser, le faire avancer ou pas d'ailleurs, juste continuer de le faire progresser. Donc le rachat d'e-com. Comment tu reprends la main sur les outils, les services, il y a plein de choses à raconter effectivement. Ouais, et puis comment tu casses sans casser, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Et il y a plein d'e-com qui vont être à vendre malheureusement dans les temps qui viennent, qui le sont déjà, mais je pense qu'il y en aura plus. Donc j'ai envie d'apprendre. Je vais faire une série spéciale sur les marketplaces. Comment accélérer tes ventes en utilisant au mieux les marketplaces, donc des épisodes très didactiques, tu vois. J'aimerais bien creuser le retail média. Le retail média, quand on n'est pas dans le milieu, on ne connaît pas, mais je vais prendre un exemple, si vous commandez sur Prime ou des courses, je parle, ou je sais pas, Monoprix, ça arrive dans des sacs. Le retail média, c'est utiliser tous les éléments du retail, du shipping, du e-commerce pour placer de la pub. Donc maintenant, par exemple, chez Amazon Prime, quand tu commandes de la bouffe, tu reçois des sacs brandés avec de la pub. Le retail média, ça va exploser. Il y a une boîte qui s'appelle Get Inside qui glisse des petits flyers dans des encarts dans les colis. Des encarts dans les colis. Tu peux faire de la pub, ça réduit le coût du colis pour l'e-commerçant ou d'ailleurs le client. Enfin, donc voilà, une série spéciale là-dessus. J'aimerais faire une série spéciale, vous pouvez, si ça vous intéresse d'ailleurs, abonnez-vous au panier, mais je vais faire une série spéciale sur la pub télé. J'ai de plus en plus d'invités qui ont fait de la pub télé. Je vais faire une série spéciale sur le retail. Retail. Le panier, quand on a lancé il y a 3 ans, on parlait e-commerce. Et je t'ai dit que j'enlève de plus en plus le i, je parle de commerce. Et le commerce, c'est quoi ? C'est de l'omnicanalité. Donc c'est du i en ligne, c'est du i sur des marketplaces, du digital donc. C'est du retail physique. Retail, ça veut dire qui appartient, c'est des magasins qui t'appartiennent. C'est du wholesale, donc c'est des magasins qui ne t'appartiennent pas mais qui sont physiques. Quand tu vends au bon marché, c'est du wholesale. C'est des corners. Le corner, c'est le petit... Donc c'est ton équipe dans un lieu comme les galeries par exemple ou le printemps qui gère un comptoir. C'est de l'éphémère, du pop-up. Il y a de plus en plus de marques qui font ça. Et aujourd'hui, tu ne peux plus réussir en e-com sans toucher à l'omnicanalité. Simplement vendre en ligne, ça ne suffit plus. Il faut vendre en ligne, mais il faut aussi pouvoir toucher des produits, il faut faire de l'événementiel, il faut raconter ton histoire, et pour ça, il faut toucher à différents canaux. Donc, je vais faire aussi une série spéciale là-dessus, Ok. Bon, tu vas être bien occupé en 2023. Pense. Et puis, il me semble qu'on a un projet en commun. On fait un petit teasing ou pas ? Vas-y, lance-toi.
effectivement, dans quelque chose qui est quand même très complémentaire de ce qu'on fait chez Orso Media, c'est de créer des expériences live dans le prolongement éditorial de l'ADN éditorial de nos podcasts. On l'a fait cette année avec Génération Do It Yourself, ça a très bien marché. On a fait des événements, des after-work avec énormément de demandes. On a fait les comptes la semaine dernière. On a eu plus de 1200 demandes de participation à ces événements sur l'année 2022. C'est cool ça. Donc c'est énorme. Ils étaient gratuits ou payants? Gratuit. Mais je pose des questions dont je connais les réponses. Hein. Mais tu vois, je t'alimente. mais avec une forte promesse édito, à chaque fois une thématique très anglais. Et effectivement, avec Laurent, on a cette réflexion autour du panier, de se dire qu'est-ce qu'on peut créer comme expérience physique, comme rencontre pour aller explorer des sujets e-commerce de fond et permettre des rencontres, créer du réseau, créer du lien, créer des collaborations. Alors c'est pas un teaser, hein. Mais j'ai pas dit, aller plus loin, j'ai pas dit comment ça s'appelait, j'ai pas dit. Ouais, vas-y, j'ai pas donné la date. Bah alors, tu peux aller plus loin, vas-y. La date n'est pas encore arrêtée, ça dépendra du lieu, mais ce sera en tout cas au premier semestre 2023, Stade de France. Non, c'est pas vrai. 300 000 personnes. Ce sera au premier semestre, à la fin, au printemps. Et ce sera effectivement un événement physique. Mais il y a d'autres événements dont je t'ai pas parlé, mais tu vas le découvrir maintenant en live. Donc c'est un événement physique, ça aura lieu sur une journée, matin, déj, après-midi, puis apéro, pizza le soir. On va recevoir, on va dimensionner l'événement pour recevoir entre 200 et 250 personnes. Et l'idée, tout comme le panier, enfin tu vois des événements commerce, e-commerce, retail, il y en a déjà 50, ça c'est nouveau éteint. Vas-y, continue. Il y en a 200 par an. Et une fois de plus, moi, je ne veux pas refaire la même chose. Donc, tu me posais la question tout à l'heure par rapport aux médias. Tu me demandais pourquoi ce format n'existe pas dans les médias traditionnels. Et bien là, c'est pareil. Je ne veux pas faire le énième événement comme e-com avec des confs de gens qui ont des trucs à te vendre. Je veux un truc ultra pratique. En gros, mon rêve, tu vois, c'est qu'un tueur comme Grégory Perrin, qui est le Chief Marketing Officer de Okara, qui est une belle bijouterie en ligne qui cartonne, vienne et partage son écran à 200 personnes en leur disant voilà comment je configure mes campagnes AdWords. Enfin, lui, il fait du SEO, donc voilà plutôt comment je configure mes pages pour que ça marche bien. J'ai envie que Thomas Pédegaille, dont on parlait tout à l'heure de Email Club, partage son Klaviyo, qui est un outil qui permet de faire du CRM, un des outils principaux pour les e-commerçants, et montre les différents scénarios qu'il a. J'ai envie de tables rondes où on s'emmerde pas, des tables rondes où il y a des mecs qui se clashent en disant faut pas faire de marketplace, et un autre qui te dit mais tu peux pas survivre sans marketplace. Donc voilà, vraiment un truc pragmatique, pratique, opérationnel, où l'audience repart le soir avec des notes, des pages pleines de notes. Donc voilà, ça aura lieu au premier semestre, au printemps. On est en train de définir l'endroit, le lieu, donc l'agenda et les invités. Donc ça va être très très cool. Ce sera payant. Je te confirme. Ce sera payant, oui. Parce qu'on veut offrir un service de qualité. Et voilà, donc ce sera 7 000 € la place. Non, ça c'est Early Bird. Ça c'est Early Bird. Après c'est 10 000. Bah oui. Non, mais ce sera un petit ticket. Ce sera pas cher, c'est juste pour payer les pizzas et la bière, quoi. Et le vin et les petits fours, pardon. Ça dépend. C'est pas encore si c'est scale-up et le lieu. Donc ça c'est le premier truc qu'on va faire. Et il y a un autre truc, je l'ai décidé la semaine dernière, donc t'es pas encore au courant. Je vais faire des petits déj. Des petits déj du panier. Avec un mec qui va parler de marketplace, d'emailing, de stock unifié, de plein de choses, réservé à 15-20 personnes, tu vois, un 8 à 9 early, pareil, assez opérationnel, en mode ask me anything, tu vois, question-réponse. Voilà. Et ça, je pense. Très bonne idée. J'ai envie d'en faire une douzaine sur l'année, tu vois. Bah, très cool. Chez Cosavostra, ça permettra aux gens de venir découvrir notre formidable bureau et de te rencontrer. Le panier sera bien garni en 2023. Elle était formidable, celle-là. Tu l'avais préparée ou pas? Comme ma fête, tu m'as surpris au début là. Ouais, celle-là je l'avais un peu préparée. Bonne fête Laurent. Bah attends, l'occasion était trop belle. On enregistre le jour du Black Friday. Ouais. C'est marrant parce qu'on a repoussé 2 fois en plus, je crois. Une fois toi, une fois moi. C'est le destin. Et c'est le destin. Tu vois, parfois les étoiles s'alignent pour nous permettre d'enregistrer le 25 novembre 2022. C'est toi l'étoile. Coupe la caméra. Pardon. Merci beaucoup Laurent. C'était super intéressant d'avoir tes coulisses, ta façon de travailler, ton organisation, ta vision aussi. Ça, on le rappelle, c'est très important de se fixer un objectif, fixer son ADN et s'y tenir. C'est plus dur. On a parfois
des tentations de dévier de sa trajectoire, mais tu as raison, faut toujours tenir le cap, tenir sa trajectoire. Ouais, et je pense que ça fait partie des... Enfin, tu vois, parmi les conseils qu'on peut donner, il y en a 50, hein, mais la régularité, c'est hyper important. Combien de podcasteurs j'ai vu se lancer, faire 3 épisodes et s'arrêter, c'est con. Si tu sais que t'as pas le temps, t'en fais un tous les 15 jours, mais tu le fais et tu t'y tiens. Mais c'est pour ça que l'organisation est clé, et qu'on en parle beaucoup dans Follow Me. Et l'organisation. Alors moi je suis je suis franco-allemand et le côté allemand m'aide sur l'orga, je suis assez carré, mais au final c'est pas tant d'organisation que ça. Mes notes, je les prépare, ça me prend 20 minutes. Ma newsletter, on en a pas trop parlé, mais je suis parti. Alors c'est pas la meilleure newsletter. Non, on n'a du pas envie monde. d'en parler. Très bien, mais il me faut maintenant je suis rodé, il me faut 30-35 minutes. Montre en main, parce que j'écris, je sais exactement ce que je veux dire, je partage des news du marché, c'est facile de les expliquer, enfin tu vois, ça va vite. Mais la régularité, pour y revenir, c'est hyper important, quoi. Il y a un autre truc qui est hyper important aussi, on devrait le dire en premier d'ailleurs, mais faut prendre du plaisir. C'est cool ce qu'on fait, non ? Là, on est vendredi soir, j'avais peur avant de venir parce que j'ai passé une semaine de merde, je suis très fatigué, je reviens de Londres, mon train avait du retard, il pleut, et je passe un semestre compliqué, et j'aime pas trop les enregistrements du vendredi parce que je suis en général low energy, j'aime bien être high energy quand j'enregistre. T'étais parfait. En fait, c'était cool, et on y prend du plaisir. Et je pense que ça, c'est aussi hyper important. C'est un moment qui est vraiment sympa, quoi. C'est vrai. On va essayer de refaire ça, d'ailleurs, avec tes événements en 2023. Des moments sympas. Des moments sympas. On va créer des moments sympas. Salut Laurent, et encore bonne fête. Salut Christopher, merci. À bientôt.